Je finis avec ce Fillon, parce qu'il faut que vous ayez tout. Celui-là, dans les questions internationales, vous savez qu'il a voté contre Maastricht en 2012, en 1992. Moi, j'ai voté pour à l'époque. Je le dis. J'avais idée que comme on allait mieux intégrer économiquement l'Union européenne, il y allait y avoir mécaniquement une sorte de citoyenneté plus grande, un progrès politique. Je me suis trompé. Avait raison à l'époque la CGT, le Parti communiste, M. Chevènement et un certain nombre de gens de droite qui disaient le contraire. C'est eux qui avaient raison. Et moi, je me suis trompé. Et je ne suis pas le seul, hein. C'est une majorité qui a voté ça. Non, mais c'est pour dire qu'il faut faire un bilan de ces actes. Il n'y a rien de pire qu'un fanatique qui part d'une idée, n'en change jamais, ne réfléchit à rien et répète tout le temps la même chose parce que c'est lui qui l'a dit. Après, quand j'ai compris, je ne vous ai pas manqué, hein. J'ai voté contre le statut de la Banque centrale européenne, j'ai voté contre le passage à l'euro parce que je savais que c'était une folie de le faire avec une Banque centrale européenne pareille et avec un statut pareil. Et enfin, quand est arrivé 2005, ah oui, j'ai oublié de vous dire que pour les deux votes dont je viens de vous parler, j'ai la joie et le bonheur d'avoir une lettre de blâme du Parti socialiste signée de François Hollande, qui déjà était responsable de ces questions-là. Bon, et après, en 2005, j'ai voté avec beaucoup d'entre vous, je pense, dans cette salle. On a voté non contre le projet de constitution européenne, et je pense qu'on a eu raison. La preuve, c'est qu'ils ont pris le projet, ils l'ont découpé en morceaux, ils l'ont lacéré, ils l'ont jeté en l'air, il est retombé sur de la colle, ils ont dit voilà, c'est le traité de Lisbonne. Oui, le peuple français a voté non, et ils ont transformé ça en oui. Vous êtes d'accord? Qui a fait ça? Qui était Premier ministre? Voilà. Qui donc a fait cette forfaiture de tromper la parole du peuple français? Sinon ceux-là, ces deux-là. Et tous ceux qui ont voté avec eux au Parlement, au Congrès de Versailles, et qui ont donc trahi la parole. Ensuite, quand nous avons eu le débat, si vous vous en souvenez, non, vous vous en souvenez pas, du traité budgétaire, que M. Hollande avait dit qu'il allait le renégocier. Oui, ben il n'a pas renégocié. Rien. Quelle erreur ils font? Ce n'est pas seulement de vous tromper, mesdames et messieurs. Ils font une autre erreur, qui est géopolitique. C'est que tous les autres nous regardent, les dirigeants des autres pays. Et ils se disent, ah bon, les Français peuvent voter ce qu'ils veulent, de toute façon, leurs dirigeants sont d'accord avec nous. Et donc, on fait ce qu'on veut avec les Français. Donc, l'immense force de dissuasion que représente notre nombre, notre pensée, notre extraordinaire réputation dans toute l'Europe, tout ça est réduit à néant par des gens qui nous trompent, nous spolient et donnent la mauvaise habitude aux autres de penser qu'on peut nous passer sur le corps. Dites-moi pourquoi Mme Merkel aurait un autre comportement. Elle n'est pas chargée de s'occuper des volontés du peuple français, elle s'occupe des volontés du peuple allemand. C'est pour ça qu'elle a été élue, et en plus de la droite allemande. Mais vous me direz que comme elle gère avec les socialistes, il ne reste plus grand monde dehors. Il reste nos copains. Mais vous me comprenez? Pourquoi cette femme qui rencontre à 2 reprises un président français qui vient avec un mandat, je vais renégocier, je vais refuser, il arrive et qu'est-ce qu'il lui dit? Bonjour madame, où est-ce qu'on signe? C'est ça qui s'est passé. Et cette erreur, vous la payez aujourd'hui, quand vous avez une Commission européenne qui se sent autorisée à élever la voix devant la France et à nous dire quoi, vous ne voulez pas privatiser vos barrages? Eh bien maintenant, je vous mets en demeure de le faire. Où trouve-t-il l'audace de nous parler comme ça? Où trouve-t-il l'audace de nous mettre en demeure, de vendre ce qui a été accumulé par les générations précédentes, par leurs efforts, par leurs impôts, par leur intelligence collective? Où trouve-t-il cette audace, sinon dans les démissions constantes, les capitulations de ceux qui sont censés nous représenter et nous diriger? Et M. Fillon était là-dedans. Par conséquent, nous n'avons aucune raison d'avoir confiance en lui, d'autant qu'il est bizarre. Moins ça marche, plus il est pour. Il était contre le traité de Maastricht, il est pour le traité de Lisbonne. Comment vous comprenez une chose pareille? Sinon que ses convictions sont à géométrie variable, peut-être, ou bien qu'il n'a jamais cessé d'être autre chose que quelqu'un qui croyait que la meilleure manière d'aliéner la puissance de la France était de faire d'une façon, puis ensuite de faire d'une autre. De la même manière, vous allez avoir l'année prochaine, 2017-2018,
Premièrement, un nouveau traité européen. Parce que les 5 présidents ont décidé qu'ils allaient proposer un nouveau traité européen. Quand j'ai dit ça à Hollande, après le Brexit, il nous a fait venir là, alors je lui dis, et où vous en êtes avec le nouveau traité? Il me regarde, il dit, personne ne nous a parlé de ça. Sérieusement. Ou bien ils n'en ont vraiment pas parlé, ou bien il ne lit pas les journaux, et dans les 2 cas, c'est quand même un problème. Au lieu de parler avec les journalistes, ils devraient au moins lire les journaux, pour savoir ce qui se passe. Il y aura un nouveau traité. Réfléchissez bien à ce que vous allez faire. Si vous élisez quelqu'un qui, avant d'y être, est déjà d'accord, ou si vous élisez une tête dure, qui va vouloir qu'on change la règle du jeu d'un bout à l'autre. Ou bien sinon, nous serons obligés de faire ce que nous n'avons pas envie de faire. Mais on ne nous contraindra pas à faire le contraire, c'est-à-dire liquider notre propre pays, liquider notre propre démocratie. Parce que derrière ce nouveau traité, après vous avez TAFTA. Ça va se décider 2017-2018. Et venez pas me dire, ah mais Trump n'en veut plus. Vous n'en savez rien. Une chose est sûre, c'est que nous, on n'en veut pas. Et si nous, on n'en veut pas, ça ne se fera pas si c'est moi qui préside. Alors, vous avez bien compris, je ne suis pas juste la mauvaise tête de service, l'empêcheur de danser en rond. Toutes ces questions vont venir en 2017-2018. C'est pas moi qui les y amène, c'est la vie. Feu Michel Rocard disait que si on signait TAFTA, il n'y a plus d'Europe. En effet, vous ne pourrez plus rien faire, puisque vous serez ficelé pour toutes les normes environnementales et sociales par le contenu du traité. Et parce que vous donnerez le pouvoir aux multinationales de faire des procès aux États dans des tribunaux privés, c'est-à-dire en dehors de la loi que vous avez votée. Ces gens-là auront une autre loi pour eux, avec leurs propres tribunaux, pour porter des plaintes contre l'État, alors que jusqu'à présent, ces tribunaux étaient faits pour régler leurs différends entre eux. Si bien que non seulement ils porteront des plaintes contre ce que vous aurez voté, mais souvent au moment de préparer les lois, quelqu'un vient et vous tire la manche et dit fais pas ça. Si jamais tu écris ça, si tu proposes ça, ils vont te faire un procès derrière. Et donc vous direz, bah écoutez, moi je ne le fais pas. Comment voulez-vous résister quand vous êtes une grande puissance? Peut-être peut-on le faire. Imaginez-vous les dirigeants du Suriname, petit pays où il y a 450 000 habitants, qui ont une immense forêt. Qu'est-ce qu'ils font ceux-là quand une multinationale va leur dire « Ah mais vous, si vous bougez une oreille, vous avez droit à un procès, on vous ruine pour 2 générations ». Comme ils l'ont fait à combien d'États? Vous le savez, j'espère, que les multinationales sont en train de faire un procès à l'Australie parce qu'elle a voté une loi contre le tabagisme. Et les cigarettiers veulent que l'Australie leur paye les cigarettes qu'ils n'ont pas fumées. Et ceux qui font un procès au Canada parce qu'il a interdit la prospection des gaz de schiste, ou le procès au Canada pour avoir interdit l'usage d'un produit chimique qu'on met dans l'essence pour que ça carbure davantage qu'on crasse les moteurs et les poumons. Et à la fin, ils ont obtenu gain de cause. Le Canada non seulement a payé, mais a dû rétablir l'autorisation d'empoisonner les gens. Voilà ce dont il est question. Ce ne sont pas des constructions idéologiques abstraites, encore qu'on a le droit d'avoir des constructions idéologiques abstraites, qui nous font préférer, comme Montesquieu, la démocratie du peuple tout entier plutôt que le pouvoir de quelques personnes. Et voilà ce qu'ils ont prévu de faire. Monsieur Fillon a-t-il dit qu'il était contre TAFTA? Non, il est pour. Est-ce qu'il est contre CETA? Non, il est pour. Est-ce qu'il est contre TISA? C'est sur les services publics. Non, il est pour. Vous voyez que c'est 2 visions du monde qui vont s'affronter. Ce ne sont pas simplement des personnes, des costumes, des mots. Si notre programme s'appelle l'avenir en commun, il y a le mot commun dedans. Et il y a le mot avenir qui veut dire qu'on a le goût du futur. Le sien, il n'a même pas de nom. Ça s'appelle un projet pour la France. Il ne peut pas le nommer. On va voir ce qu'il va dire. Je propose en tout cas, s'il débat avec moi, vous allez voir si je ne vais pas lui faire dire.